Donc, bonsoir et bienvenue ici à l'ESCA à Angers pour les ESCA Space Talks, une conférence sur la politique spatiale en Europe. Ce soir, on a le plaisir et l'honneur de deux invités qui sont ici ce soir pour donner un discours sur la sécurité dans l'espace. Je vais les présenter rapidement avant que je passe la parole à Antonella Fargani, qui est la responsable des ESCA Space Talks. Moi-même, je suis Thomas Herbert, directeur de l'EU-Asia Institute dans les cadres, on fait les ESCA Space Talks dans les cadres de l'EU-Asia Institute. Donc, je commence avec Elodie Viau, merci bien que tu es venue pour donner un discours ici ce soir. Elodie Viau est directrice des télécommunications et des applications intégrées à l'ESA, donc les niveaux juste en dessous du directeur général de la direction directe de l'Agence spatiale européenne. Elle a aussi beaucoup d'expérience dans le secteur commercial, spatial. Donc, elle a travaillé avant pour les plus grands opérateurs et propriétaires de satellites en Europe, SES, pendant plusieurs années. Et elle a aussi beaucoup d'expérience en travaillant ensemble avec Airbus sur les mêmes sujets, surtout la commercialisation de spatial et des services et applications dans le secteur spatial en Europe. Le deuxième présentateur ce soir, c'est Général de Division, c'est le bon titre, Pascal Leguet, qui est le conseiller principal du directeur général de l'ESA pour la sécurité. Pascal Leguet était avant le directeur du SATCEN, qui est le centre satellite aujourd'hui de l'Union européenne. À l'ancien, c'était le centre satellite militaire, on va dire, du bras de l'OTAN en Europe, donc de Western European Union. Pascal Leguet, il est aussi officier de Air Force, qu'est-ce que c'est? L'armée de l'air. L'armée de l'air. Désolé, je ne fais pas des discours très souvent en français. Et aussi, il était avant les commandants de la base aérienne à Grenoble, entre 2006 et 2008. Donc, Pascal Leguet va parler surtout sur la sécurité spatiale et les rôles qu'il l'ESA va jouer là-dedans dans l'avenir. Je passe la parole à Antonella Fargani qui va nous présenter un peu l'histoire peut-être des ESCA Space Talks. Merci beaucoup. Bonsoir, bienvenue à tout le monde présent dans la salle et présent aussi en ligne. Donc moi aussi, je tiens à remercier nos invités pour leur disponibilité pour se rendre ici et rencontrer... Pardon, il y a un peu d'écho. Rencontrer les grands publics et effectivement, l'objectif de ces rencontres, c'est de lancer, d'ouvrir les débats sur l'espace, une matière assez technique à la base, au grand public, à la société civile, car il s'agit effectivement d'un sujet qui a une importance stratégique pour le monde de l'entreprise, mais pour notre vie quotidienne en tant que citoyen. Et donc, on a commencé en 2018 avec un premier événement et nous avions invité Monsieur Jean-Jacques Dordan, ancien directeur de l'Agence spatiale européenne de 2003-2015. Et malheureusement, dans les années dernières, nous avons dû interrompre cette série d'événements à cause de la crise sanitaire. Nous reprenons maintenant avec grand plaisir. Et avec grand plaisir, on vous accueille ici. Merci encore pour votre disponibilité. Je ne vais pas prendre plus de temps. Je laisse tout de suite la parole à Pascal. Merci. Merci beaucoup en tout cas pour cette
introduction, présentation. Un grand merci à Thomas pour son invitation, aussi à Antonella, et puis Silke aussi, qui est toujours très active pour préparer tous ces événements. Donc, un plaisir d'être avec vous. Bonsoir en tout cas, ou rebonsoir pour les étudiants qu'on a déjà, avec qui on a interagi juste avant. Simplement pour dire, là, Thomas le disait, il parlait de l'armée de l'air française. L'armée de l'air française a changé de nom. Maintenant, elle s'appelle l'armée de l'air et de l'espace. C'est assez récent, ça fait un peu plus d'1 an. Donc la dimension spatiale maintenant est inscrite dans le titre de notre armée de la 3e dimension, si je puis dire. Un autre point aussi, l'Agence spatiale européenne travaille comme c'est précisé dans son article 2 de la Convention de l'ESA, à des fins exclusivement pacifiques. Donc, étant militaire, je précise que l'Agence spatiale européenne ne développe pas de missiles balistiques ou de bombes nucléaires. Donc, encore une fois, c'est vraiment à des fins très pacifiques. Alors, ce soir, le thème que l'on va traiter avec Élodie, directrice des télécoms, ma camarade, c'est sécurité depuis l'espace et sécurité dans l'espace. Donc, l'esprit de ce titre, c'est de dire que pour pouvoir utiliser des systèmes spatiaux à des fins sécuritaires, pour relever des défis de sécurité sur la Terre, à partir de l'espace, il faut bien sûr que les objets, les satellites qu'on utilise soient protégés et qu'on garantisse leur sécurité dans l'espace. Donc sécurité depuis l'espace impose sécurité dans l'espace d'abord. Donc on va travailler sur ces 2 thèmes. Je passerai la main tout de suite à Élodie pour la partie sécurité depuis l'espace. Et si tu veux bien, je ferai la partie sécurité dans l'espace. À la fin de la présentation, on a prévu un tout petit test pour vous, pour savoir si vous avez bien suivi la conférence. C'est 3 petites questions très simples. Et Thomas disait que ce serait inclus comme note dans le diplôme final, je crois. Donc, oui, bon. On verra ça si vous n'avez pas dormi pendant tout le temps. Merci à vous. Élodie, peut-être. Merci Pascal, bonsoir à tous. Donc merci, comme je disais, bonsoir à tous. Je m'appelle Élodie Viau, je suis la directrice des télécommunications et des applications intégrées à l'Agence spatiale européenne. C'est un plaisir de revenir dans ma ville natale aujourd'hui pour vous faire cette présentation et notamment aussi aux étudiants, mais aussi à l'ensemble de l'audience. Pascal, je crois qu'on peut rappeler que surtout, n'hésitez pas à nous interrompre à tout moment, à nous poser des questions de façon dynamique. C'est des sujets avec lesquels on travaille au jour le jour avec Pascal et l'ensemble des directions. Mais bien sûr, on est là aussi pour répondre à vos questions au plus large, qui peuvent être sur l'agence spatiale dans son ensemble ou sur l'espace, de la mesure de nos connaissances. Donc, la sécurité depuis l'espace, on va commencer par cet aspect-là de la conférence. Donc, d'abord, c'est un défi sociétal. Donc, on a un contexte sanitaire. Donc, vous avez sûrement entendu parler des feux qui se sont produits en Grèce et ou encore des inondations qui ont eu lieu en Allemagne. Il y a de plus en plus d'événements. Il faut savoir que l'Agence spatiale européenne a un système d'aide aux recherches qui est déjà développé, où on peut activer le système Copernicus, qui est un système d'observation de la Terre, et il a été activé plus de 47 fois récemment, ce qui est un nombre très important, et ces crises climatiques sont de plus en plus importantes. Elles ont un impact économique, comme vous pouvez le voir, estimé par exemple pour les inondations en Allemagne à plus de 30 milliards, pour pouvoir remettre en place après ces crises. Il y a aussi des crises qui sont induites par des erreurs humaines, ou comme par exemple le canal de Suez, où on a eu ce bateau qui a été bloqué et qui a eu des impacts économiques où les conteneurs ont dû être transportés par d'autres routes, des délais d'approvisionnement, des crises économiques qui s'en sont suivies. On a aussi les migrations de population suite à des désastres naturels ou à des désastres humains. Donc, on a cet ensemble de risques
Par exemple, on peut parler aussi du Covid en ce moment, qui induit toute une série de logistiques médicales d'importance de pouvoir atteindre les populations le plus rapidement possible, de communiquer les données les plus précises et de façon sécurisée. Et donc, c'est ce qu'on essaye d'adresser depuis l'espace, d'amener des solutions. Et c'est des solutions qui sont des solutions spatiales, qui sont en complément des solutions terrestres. Le spatial, au jour d'aujourd'hui, n'est plus dans l'espace uniquement, mais il est dans votre vie de tous les jours. Comme vous pouvez le savoir, vous regardez la météo le matin, vous utilisez des systèmes de navigation Galileo, vos téléphones sont compatibles Galileo et GPS. Au jour d'aujourd'hui, vous utilisez tous les jours, grâce à ces... les gens qui sont avec nous aujourd'hui en virtuel sont sur des communications sécurisées qui utilisent des satellites de télécommunication. Et donc maintenant, le spatial va nous aider à répondre à ces défis de crise. Et donc, on va voir un peu comment, depuis le spatial, on va augmenter la sécurité. Donc, là, je vous mets des images supplémentaires et Pascal, n'hésite pas à intervenir parce que c'est des images qui ont été prises depuis des satellites d'observation de la Terre sur l'image que vous avez de l'Allemagne en bas, qui vont permettre de modéliser les crues et dans les situations d'urgence, d'être capable de renseigner les équipes de secours sur place de ces situations. D'autre part, pendant les feux, encore une fois, une image de Copernicus, de Sentinelle-2, où on peut identifier très précisément la direction des vents, les flux, et donc voir sur ces images dans les différentes zones du spectre, les feux en Grèce et la chaleur, et pouvoir guider au plus près les équipes d'intervention comme les pompiers. On a aussi, par exemple, ici, lors d'un tremblement de terre, les zones qui peuvent être, les secours qui peuvent être envoyés rapidement. La logistique est le point le plus important et le point le plus délicat, et avoir des précisions sur où il faut intervenir, la situation là où ils vont arriver, et aussi d'avoir des moyens de communication réétablis rapidement. C'est ce que nous essayons de transmettre depuis l'espace. Donc ici, ça vous montre un peu sur ce schéma, vous voyez l'impact économique des désastres, et vous voyez cette courbe qui ne cesse d'augmenter avec les désastres qui sont liés aux cyclones, aux inondations. En vert clair, c'est les tempêtes. En bleu foncé, vous avez aussi les tempêtes d'hiver, mais aussi les cyclones en jaune. Donc, ça vous montre cet ensemble d'impacts et donc, encore une fois, des impacts financiers. Donc, la solution qu'on essaye de proposer à l'agence spatiale, donc on a mis cet accélérateur où on voit qu'il y a cette urgence. Donc, on veut proposer une réponse le plus rapidement possible qui se compose en plusieurs modules. Utiliser des satellites d'observation de la Terre. Donc, aujourd'hui, vous voyez que les satellites Copernicus d'observation de la Terre qui sont opérés par l'agence spatiale depuis le site en Italie, à l'Esrine, ils sont capables d'avoir une cartographie générale. Et maintenant, ce qu'on va proposer, c'est d'avoir des satellites supplémentaires avec une plus grande précision qui vont être capables d'avoir une meilleure cartographie plus précise et aussi d'être capables de traiter les images à bord de ces satellites pour vraiment envoyer la bonne image au bon moment, le plus rapidement sur Terre. Comment envoyer cette image le plus rapidement sur Terre? On va utiliser des satellites de télécommunication qui sont interliés entre eux par des lasers, de la communication optique. Donc, on va vers du quantum. On va aussi agréger ça avec le lien terrestre, avec le network qui est déjà présent au sol, avec les fibres optiques au sol, mais aussi avec les solutions et les capteurs terrestres qui vont utiliser. Et donc, là encore, on va utiliser de l'artificial intelligence, l'intelligence artificielle, je vais dire dans le bon sens, de l'intelligence artificielle pour pouvoir aller rapidement informer les bonnes personnes. Et donc, c'est pour ça qu'on a cette troisième bloc où on va pouvoir, dans l'espace, avoir un réseau qui va être ultra rapide, ultra résilient, qui pourra être utilisé, même si au sol, toutes les communications sont
perturbé, que ce soit à cause de cyberattaques, que ce soit à cause d'une catastrophe naturelle, que ce soit à cause d'une explosion sur un site chimique. S'il n'y a plus de communication au sol, on veut un système qui soit redondant, qui ait une couverture globale grâce au spatial. Et donc voilà, c'est ce qu'on propose à l'agence spatiale. Et pour pouvoir faire ces projets-là, ça demande des investissements budgétaires conséquents. Donc comment on s'y prend? On va aussi alerter les politiques, alerter nos ministres et aussi nos délégués qui sont nos États membres. Donc on a 22 États membres à l'agence spatiale. Et donc on va avoir un sommet spatial au mois de février à Toulouse. Ça se passe en France cette année, où on va pouvoir agir et prendre des résolutions et avoir les financements adéquats. Après, on veut aussi financer en impliquant les secteurs privés qui vont être acteurs et qui vont être utilisateurs. Donc voilà, donc ça c'est la réponse rapide. Donc comme vous voyez, il y a des systèmes qui vont impliquer des constellations satellitaires qui vont être avec des réseaux optiques. Vous avez une constellation qui est en dessous, qui est de haute résolution, juste en dessous en bleu. Donc la constellation optique en jaune, la constellation de haute résolution est Copernicus en vert et bleu. Et donc vous allez avoir le segment spatial qui va envoyer l'information de façon sécurisée au sol. On aura le segment sol qui pourra aussi traiter de façon très rapide et aussi avec un processing intelligent pour pouvoir avoir les utilisateurs finaux qui obtiennent l'information le plus rapidement possible. Donc voilà, donc ces deux éléments d'être rapide quand il y a on est à la seconde pour aller sauver les vies, pour réduire l'impact, être partout, être en real time et avoir cette complémentarité non seulement des satellites, mais aussi des apps, donc High Altitude Platform S comme système, voilà. Et donc avoir ces systèmes combinés où on peut avoir, c'est effectivement des plateformes volantes comme des avions intelligents volants qui sont supplémentaires et qui vont pouvoir compléter les informations. Et après, on a un réseau qui va être développé, qui va être sécurisé, qui va avoir un information transfert qui va être très rapide, utilisant l'Internet quantique. Alors l'Internet quantique, qu'est-ce que c'est? C'est une génération d'Internet qui est plus rapide, pour être simple, et qui est plus sécurisée. Donc, si je vais au slide suivant, là, ce qu'on veut vous montrer, c'est par exemple, et là peut-être... Pascal, tu peux compléter parce que tu as ces photos que tu as. Oui, en fait, c'était pour illustrer les deux piliers qu'a indiqué Élodie, c'est-à-dire on associe observation de la Terre avec transmission vers le sol des données, télécommunications. Là, vous avez un exemple qui doit vous évoquer quelque chose pour vous, c'est ce fameux porte-conteneur Evergreen, je crois que c'était son nom, qui barrait le canal de Suez. Et donc, on a pu regarder un petit peu ce qui se passait sur place. Le fait qu'il bloque le canal de Suez, ça voulait dire qu'il y avait une file de bateaux en attente qui voulaient traverser le canal. Donc, ça a bloqué le canal pendant pas mal de temps avec un impact économique déjà mentionné. Et ensuite, comment transmettre ces données de situation le plus rapidement possible. Donc, aujourd'hui, il y a un système qui s'appelle EDRS. En anglais, je ne me rappelle plus. European Data Relay Satellite. Exactement. Voilà. Et donc, ce système... On a des satellites d'observation qui orbitent en orbite basse, donc dans la tranche des 1000 km. Et ils ne sont pas en visuel de toutes les stations sol. Donc ce qui se passe, c'est qu'on envoie la donnée non pas vers le sol, mais on l'envoie vers une couche de satellites qui se trouve en géostationnaire à 36 000 km. Et de 36 000 km, là, on peut renvoyer la donnée, cette fois-ci, vers les stations de réception qui nous intéressent pour faire circuler l'information plus rapidement. Donc, c'est ce qui illustre, en fait, cette planche. Et ce qui est important de dire, Pascal, c'est que ces satellites, à la fois de Copernicus et de Data Relay System, c'est... vraiment, l'Europe est en avance sur ces systèmes-là, a été pionnier sur le développement à la fois de satellites d'observation de la Terre. Il n'y a pas l'équivalent de Copernicus pour l'instant, ni aux États-Unis, ni en Chine.
EDRS, les systèmes optiques. On vend à l'export maintenant ces systèmes laser à l'export aux États-Unis. Donc, ça a été vraiment un moment donné où on était pionnier. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est prendre le leadership européen pour continuer à à soutenir notre écosystème et notre industrie européenne pour développer la prochaine génération et pour rester en avance. Bien sûr, il y a beaucoup de systèmes qui en ce moment même, notamment en Asie, en Chine, sont développés pour développer ce genre de système de télécommunication et d'observation de la Terre ultra précise. Là, ce qu'on vous présente ici, c'est le deuxième élément que nous développons à l'Agence spatiale, parce qu'effectivement, c'est déjà commencé d'avoir un digital twiners. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est une modélisation grâce à tous les satellites d'observation de la Terre et les connaissances aussi sur Terre, de modéliser la Terre et de modéliser les évolutions, notamment pour voir comment le niveau de la mer, les températures, les émissions de CO2 se déplacent sur Terre, mais aussi pour pouvoir faire des scénarios et voir qu'est-ce qui se produit en fonction des décisions politiques. Donc, c'est un aide à la décision pour les personnages politiques, mais aussi pour encourager vous tous, si vous avez accès à ces informations, si vous voyez ce qu'on fait ou quelles décisions qui sont prises par pays, très clairement ce qui se passe. Vous pourriez voir ce qui s'est passé pendant le Covid, voir combien il y avait d'émissions, et d'ailleurs c'est assez disponible sur le site de l'ESA. Toutes les données des satellites d'observation de la Terre sont mises à disposition complètement gratuit de tous les citoyens. Et donc ça permet, d'ailleurs européens ou non européens, mondialement, et ça permet aux gens de développer des systèmes, des applications. Et voilà, donc le dernier point, c'est d'avoir une mission quantique sur le climat pour mieux comprendre comment est-ce que le climat et les différentes couches dans notre planète. Et donc, pour les télécommunications, ce slide résume un peu tout ce qu'on fait. Et comme vous voyez, il y a safety et security qui est un des piliers principaux de ce que nous faisons dans les télécommunications et les solutions spatiales. Donc, c'est des systèmes qui permettent de sécuriser les communications. Donc, vous voyez ces deux petites clés sur ce dessin. C'est effectivement un satellite qui va avoir des solutions d'encryption et ça va permettre, quand les ordinateurs seront plus puissants et qui pourront décrypter, par exemple, les systèmes d'encryption qui sont déjà utilisés dans le système bancaire, d'utiliser le satellite pour mettre une couche de sécurité des données. On travaille aussi beaucoup sur les projets de la Commission européenne de vouloir faire des constellations pour les communications sécurisées, mais pas que. Donc, vous voyez qu'on travaille aussi sur l'optique, avoir ce projet ici en bas, c'est sur les optiques et les quantiques. Et après, on fait tout ça en partenariat avec les industries. Le but de l'ESA, c'est de travailler en partenariat avec les écosystèmes, que ce soit les startups, les SME ou les acteurs qui sont déjà matures, mais qui veulent toujours rester innovants. Donc, pour les communications optiques et quantiques qui vont être utilisées dans ces transports, vraiment, c'est l'équivalent d'avoir la fibre terrestre, mais dans l'espace. Donc, ça permet d'aller, comme je le disais, d'un satellite à l'autre, donc avoir les communications entre les satellites, mais aussi d'avoir les liens entre les satellites et la Terre. Il y a des problématiques d'atténuation de l'atmosphère, donc il y a des challenges, il y a des difficultés technologiques qu'il faut surpasser. Et donc, ça permet aussi de déplacer ça. Je vais un petit peu plus vite. Donc, c'est vraiment intégrer. Il faut voir les satellites spatials comme des éléments, des composants, des nœuds du système global. Le terrestre et le spatial sont complémentaires et donc amènent une résilience, amènent une sécurité supplémentaire quand on fait face à ces systèmes-là. Ça permet aussi d'avoir le spatial devient un système qui est redondant et par exemple pour des applications de plus de la vie de tous les jours, si vous utilisez une voiture autonome, si vous perdez le réseau 5G dans cette voiture autonome, les systèmes spatials peuvent compléter et amener de la résilience et amener le fait que vous pouvez toujours conduire en toute sécurité en gardant les données, en ayant des mises à jour logicielles.
Si on fait de la télémédecine, par exemple, en cette situation de Covid, on aurait rêvé pouvoir accéder à son médecin, même en restant chez soi pour certains checks ou certaines opérations ou certaines prises de sang qui auraient pu être faites de façon robotique. S'il y a des communications terrestres qui pourront le permettre au débit, il faudra aussi un système qui ramène de la sécurité, de la safety depuis l'espace, qui permettra que lors de ces opérations critiques que vous ferez à distance, une coupure du signal terrestre n'induise pas un arrêt de ces activités-là. Donc là, ce slide-là, je vais le passer assez vite. Ce qui est important de comprendre, c'est que vraiment maintenant, l'espace est dans la digitalisation. Donc, on est vraiment rentré dans une connectivité complète. On est hyper connecté de nos jours. Déjà, parfois peut-être un peu trop, vous me direz. Et donc, ce qui est important dans ce monde où il y a de la donnée générée dans l'espace, de la donnée générée au sol, on essaye de l'optimiser pour aussi l'utiliser afin d'être plus sûr et de vraiment développer des applications qui sont à la fois pour les gens, pour aussi la prospérité et aussi pour un bénéfice social. Je veux juste vous montrer un petit graphe pour dire pourquoi on investit dans le spatial aujourd'hui. Donc le spatial, il a des revenus de 266 milliards. Et comme vous voyez, les principaux revenus liés au spatial sont les services satellitaires. Une certaine partie de ces services viennent des puces GPS et Galileo, à peu près la moitié, et l'autre moitié sur des satellites, des services liés aux télécommunications. Et bientôt, il y a un secteur qui augmente de plus en plus, c'est l'observation de la Terre. Et donc, quand vous voyez la Global Space Economy, donc les revenus liés au spatial, donc c'est cette croissance qu'on voit ici sur ce graphique. C'est la raison pourquoi il y a de plus en plus d'investissements dans le spatial, de la part des secteurs privés, mais aussi le secteur institutionnel a besoin de soutenir cet écosystème et d'agir en conséquence. Donc, sur celui-ci, quelles sont les applications qu'on développe qui ont attrait justement à la sécurité qu'on peut impliquer depuis la Terre sur le spatial? Donc, on parlait des Space Enabled Hospital, donc tous les hôpitaux connectés, toutes ces capacités de transporter grâce à des drones des colis à des personnes isolées. C'est le monde, c'est des développements réels et des applications qui sont en cours. Après, on a la 5G et la 6G. Ça permet d'amener le spatial, d'être robuste si le réseau terrestre n'est plus en place. On a parlé beaucoup de l'optique et de la quantique. Pascal va vous parler de ce qui se passe dans la sécurité dans l'espace. Et donc, je vais m'arrêter là et te passer la parole. Oui, c'est ça, ouais. Donc là, on a vu comment utiliser l'espace pour assurer une plus grande sécurité sur Terre, dans les différentes situations critiques décrites par Élodie. Donc la conséquence, c'est d'avoir la disponibilité la plus totale de nos moyens dans l'espace. Donc la question, c'est comment protéger nos moyens spatiaux contre des menaces très variées. Je vais vous en donner quelques exemples maintenant. Donc en fait, quand on parle de l'espace, il est très important de comprendre qu'on ne parle pas uniquement des objets qu'il y a dans l'espace, mais ils sont reliés avec des moyens au sol. La chaîne spatiale, elle part de l'espace, elle va jusqu'à l'utilisateur final, donc par tous les relais qu'on peut avoir, les antennes au sol, l'infrastructure sol en particulier. Voilà, donc là c'est juste une petite, je dirais une planche historique pour dire que la Terre de tout temps a été exposée à toutes sortes de menaces qui venaient depuis l'espace. Donc je parlais tout à l'heure aux étudiants des dinosaures qui ont vu arriver un astéroïde qui apparemment a mis un terme
à la race de ces animaux préhistoriques. Donc, le but, c'est de protéger nos moyens. Comme le disait Élodie, c'est maintenant essentiellement du digital. Donc, les attaques ou les menaces, elles vont venir taper sur le numérique, les données numériques. Donc, il faut protéger nos moyens contre ces attaques. Et il y a une attaque qui est tout à fait naturelle. On en parlait aussi avec les étudiants précédemment. C'est la météorologie, le space weather, la météo de l'espace. En clair, ça veut dire les radiations solaires viennent perturber notre spectre électromagnétique. Et je vais vous donner aussi quelques exemples très concrets de ce qui se passe au sol avec ces orages solaires. Là aussi, aujourd'hui, on a encore peu de monde qui est en orbite en termes de vol habité. On a l'ISS principalement. De plus en plus, on parle de tourisme dans l'espace. Donc, c'est quelque chose qui se développe au fur et à mesure. Donc, ça coûte cher encore pour se payer un billet pour aller dans l'espace. Mais on peut dire que ça va probablement se démocratiser dans les temps à venir. Donc, il faut aussi protéger les humains qui sont en orbite. Donc, un autre point aussi à garder à l'esprit, c'est que toutes ces activités, je parlais du tourisme spatial, ça va générer un commerce. Donc là aussi, notre vie quotidienne, on vous l'a dit plusieurs fois, est totalement dépendante de plus en plus par des moyens spatiaux. Donc, ça génère du business, de l'économie. Donc là aussi, aujourd'hui, les opérateurs de satellites qui envoient régulièrement des objets dans l'espace, ils veulent aussi avoir la garantie qu'ils soient aussi protégés de toute menace. Donc il n'y a pas uniquement un enjeu, je dirais, de défense et de sécurité au sens militaire, si je puis dire, mais il y a aussi un aspect business qui est absolument énorme. Donc voilà, donc les trois objectifs que l'ESA s'est fixé pour l'instant, c'est déjà ambitieux. C'est d'abord d'assurer donc la sûreté des moyens dans l'espace et au sol, j'en parlais en introduction. Ce qu'on appelle le Space Traffic Management, donc le trafic spatial, la gestion du trafic spatial. Vous connaissez parfaitement la gestion du trafic aérien, ce qui se passe dans la partie atmosphérique, dans l'espace extra-atmosphérique, c'est la même chose. On a de plus en plus de satellites fonctionnels. Aujourd'hui, je crois que l'estimation des satellites artificiels fonctionnels de météo, d'observation de la Terre, de télécom, on a 3000 objets aujourd'hui qui fonctionnent dans l'espace. C'est encore peu. Je crois que tout à l'heure, quelqu'un parlait des nouvelles constellations de petits satellites envoyés notamment par SpaceX, la constellation Starlink par exemple, qui vise à avoir de l'Internet sur tout le globe. Actuellement, les chiffres qui circulent, ce serait 12 000 petits satellites qui seraient envoyés en orbite. Donc de 3 000, on va rajouter 12 000. Il y a d'autres sociétés aussi, OneWeb, la société britannique et indienne là, qui déploie aussi des satellites pour l'Internet. Actuellement, je crois qu'on est à 650 satellites au niveau de OneWeb. Donc il y a une croissance exponentielle de ces objets utiles et fonctionnels dans l'espace extra-atmosphérique. Et puis, je le disais, il y a cette question de l'économie circulaire dans l'espace. On parle d'économie circulaire au sol. Comment utiliser de façon, je dirais, écologique ou avoir des activités écologiques, notamment la réutilisation des moyens, ne pas gâcher les matières premières, ne pas polluer son environnement. Cette économie circulaire qu'on connaît au sol, c'est exactement la même dans l'espace. Donc là aussi, c'est une question qui est prise en compte par l'Agence spatiale européenne. Alors le défi sociétal, c'est simplement pour résumer. Donc protéger notre société des infrastructures et les infrastructures critiques des phénomènes notamment de météorologie spatiale, garantir un espace sûr pour les vols spatiaux européens. Aujourd'hui, c'est encore une fois fondamental. Alors là, vous avez une petite image des débris qui orbitent. Et je crois que j'avais pris ce chiffre le plus récent. Je parlais des objets fonctionnels, donc des satellites qui servent à quelque chose, mais il y a aussi des débris. Soit c'est des satellites qui sont morts, qui ont arrêté, qui sont en fin de vie et qui orbitent, qui continuent à tourner autour de la Terre. On a aussi des débris qui résultent de toutes sortes d'activités, notamment des tirs anti-satellites. Aujourd'hui, pour les objets de plus de 10 cm,
On a estimé, c'est une estimation, à 34 000 ces objets de plus de 10 cm qui sont en orbite et qui risquent d'impacter donc les objets utiles et fonctionnels, à savoir qu'un débris impacte un autre objet à une vitesse à peu près de 40 000 km/h. Donc là, je vous parle des objets de 10 cm. Je vous montrerai un exemple tout à l'heure assez frappant, si je puis dire, sur les objets qui sont très dangereux. C'est aussi ceux de moins d'1 centimètre. Ils sont petits, mais en arrivant à 40 000 km/h, ils font des impacts qui sont assez significatifs. Donc, alors je parlais des tirs anti-satellites. Donc, l'ESA ne s'en occupe pas du tout, hein. Notre mission, c'est pas de fabriquer des armes pour tuer les autres satellites. Encore une fois, on est totalement pacifique. Mais par contre, on doit travailler sur les conséquences des actes irresponsables de certains États. Aujourd'hui, il y a 4 États dans le monde qui ont procédé à des tests anti-satellites. Vous le savez parfaitement, c'est donc les États-Unis, les Russes, les Chinois et récemment les Indiens aussi ont montré qu'ils étaient capables, en tirant du sol un missile. Souvent, c'est un missile balistique qui a été, comment dirais-je, on a utilisé la technologie des missiles balistiques pour taper en orbite basse des objets qui orbitaient. Souvent, ils ont tapé des satellites justement qui étaient en fin de vie. Ils ont fait un petit test. Et donc là, vous avez 2 exemples qui sont assez connus. Celui du satellite Fengyun ASAT. Donc ASAT, c'est anti-satellite, pardon. Le satellite Fengyun, qui était un satellite météo de mémoire. Et donc le 11 janvier 2007, les Chinois ont procédé à un tir sur ce satellite défunt. Et comme l'ont dit les Chinois, je l'avais noté parce que c'est intéressant, ils ont appelé ça un Peaceful Missile Test, un test de missile pacifique. Donc ça, c'est bien la littérature ou l'idéologie chinoise qui transforme tout acte agressif en quelque chose de positif. Donc c'est pas vraiment le cas. Donc en fait, c'était un simple missile balistique qui a été optimisé pour frapper un missile en orbite basse. Ils ont généré des débris. Alors on a estimé à 35 000 débris de plus d'1 centimètre suite à ce tir du 11 janvier 2007. Et les débris se sont répartis entre l'altitude de 200 km à 4000 km, pour vous donner un petit exemple. Vous avez l'exemple russe ensuite à côté. Cette fois-ci, ce n'est pas un tir du sol contre un satellite. C'était en fait 2 satellites qui se sont percutés. Donc, d'après la littérature officielle, enfin officielle, celle qui circule, c'était une collision accidentelle donc entre les deux objets russes. Donc, Iridium 33, donc c'est 2 satellites de télécommunication. Iridium était un satellite actif et il a tapé un autre satellite qui s'appelle Cosmos 2251, qui lui était un satellite mort déjà. Donc là aussi, la collision s'est produite à 800 km d'altitude, au-dessus de la Sibérie. Par chance, les débris, s'il y en avait, retombaient chez les Russes. C'était pas plus mal, si je puis dire. Et donc, ils ont généré 1000 débris de 10 cm. Lorsque je dis que les débris vont retomber à l'endroit de l'impact, c'est faux, puisque les débris, en fait, continuent d'orbiter. Dernier point, c'est ce test russe du 15 novembre de cette année. Donc là aussi, on a estimé que ça avait généré 1500 débris supplémentaires de plus de 10 cm. Et donc le CNES notamment s'est penché sur la question avec les télescopes disponibles. On estime que l'essentiel de ces débris, comme c'était en orbite plutôt basse, vont retourner dans les couches hautes de l'atmosphère et que l'essentiel va brûler et disparaître. Mais il y aura probablement encore des morceaux qui vont orbiter. Un autre point sur les débris, ça concerne les fusées ou pour les lanceurs. Là aussi, on a des étages ou des morceaux de fusées qui restent en orbite également et qui génèrent certains problèmes. Notamment, ces problèmes, ça impacte la station spatiale internationale. Et je crois que je le disais aux étudiants tout à l'heure, ou peut-être pas. Chaque année, la station spatiale internationale effectue 2 à 3 manœuvres d'évitement pour éviter des débris. Et donc là, notamment un bout de fusée japonais avait failli impacter la station internationale et donc on avait initié une manœuvre pour l'éviter. Donc là aussi, ces questions d'impact et de fragmentation, on estime qu'on en aura régulièrement. Donc là, la planche est parle de 5 à 10 ans. Je pense que la périodicité sera probablement plus élevée.
Je parlais tout à l'heure de l'incident, donc un petit débris de moins d'1 centimètre avait heurté un panneau solaire du satellite Sentinel-1A, donc du système Copernicus. Donc c'était en 2016. Et donc vous avez un impact assez important. Et en fait, on a pu savoir qu'il y avait un problème. C'est parce que depuis le contrôle au sol, on a noté qu'il y avait une réduction significative de l'énergie électrique à bord du satellite. Donc on a été l'observer avec des caméras à bord et on a vu qu'effectivement il y avait un impact assez significatif sur un panneau solaire. Voilà. L'autre menace, je le disais, il y a les débris qu'on génère nous-mêmes, les humains, et puis il y a la fameuse météorologie spatiale ou solaire. Donc là aussi, vous avez un exemple assez fameux, si je puis dire. C'était cet exemple en 1999, au mois de mars. Donc c'était une éruption solaire qui était 4 fois plus importante que la normale. Donc il y a eu une variation de champ magnétique assez élevée. Et ça a généré donc un orage géomagnétique violent qui est venu heurter la Terre. Et en fait, ça a tapé au Québec. Donc c'est le Québec qui a pris cet impact d'orage magnétique. À l'époque, comme c'était en 89, on a pensé que c'était peut-être, comment dirais-je, la guerre froide, un effet de la guerre froide et que les Russes avaient tenté quelque chose. Finalement, c'était bien un phénomène naturel. Et donc, ça a provoqué un écroulement du réseau électrique au Québec qui a duré à peu près 9 heures. Et donc, c'est une des photos qui avait été prise à l'époque où on voit cet orage qui génère effectivement des flashs assez impressionnants. Donc il y a eu à peu près 1200 personnes blessées par ce phénomène solaire. Autre menace sur l'écosystème spatial, c'est tout ce qui est cyber. Donc là aussi, on a une collection de menaces assez importantes. Celles-là, elles sont délibérées. Je disais tout à l'heure qu'il y a aussi de l'espionnage. Donc des satellites, notamment russes, viennent essayer de capter les signaux de satellites européens ou de satellites américains. Donc aujourd'hui, dans la surveillance de l'espace, on voit certains satellites russes, notamment la presse parlait de Luch Olymp, qui est un satellite russe espion, qui vient renifler donc les signaux électromagnétiques des satellites en orbite. Donc on arrive à les... Donc là, c'est de l'écoute, j'allais dire passive, mais il y a aussi de l'agressivité, et notamment... on le sait, si ce n'est pas déjà le cas, certains pays, les Chinois probablement, les Russes certainement, travaillent sur des virus pour infecter donc, le domaine digital. Donc il y a toute la série de toutes les menaces que vous pouvez connaître, les cheval de Troie, le brouillage, donc l'écoute clandestine, j'en parlais, tout ce qui est ce qu'on appelle malware, donc des logiciels malveillants qu'on introduit dans nos systèmes. Donc la liste n'est pas exhaustive, mais il y a aussi les affaires de laser aveuglant pour neutraliser un satellite d'observation de la Terre, par exemple. Donc les menaces sont absolument nombreuses. On peut les attaquer dans l'espace, on peut les attaquer au sol. Donc là aussi, nos stations de réception sol sont vulnérables, ou en tout cas présentent des vulnérabilités. On travaille beaucoup là-dessus. Et donc l'ESA se penche sur cette question également. Donc là, c'était peut-être pour redire probablement moins bien que ce qu'a dit Élodie sur la révolution digitale. Ça entraîne donc une révolution en termes de cybersécurité. Donc, je ne vais pas m'étendre sur ces questions-là, mais en tout cas, encore une fois, il faut se préparer à toutes ces formes d'agression. Et en particulier, l'Agence spatiale européenne a mis en place 2 capacités, 2 dispositifs. Il y a ce qu'on appelle le Cyber Security Operations Center. Donc c'est un centre opérationnel cyber qui est positionné en Belgique à Redu. Et sa fonction, c'est de pouvoir rapidement détecter une attaque cyber, pour pouvoir mettre en place une parade. Donc c'est surtout basé sur la réactivité, d'où le mot opérationnel. Toujours à Redu en Belgique, il y a un autre centre qui s'appelle le Cyber Security Center of Excellence. Donc là aussi, donc c'est sur la même enceinte, le même emplacement. C'est un centre qui analyse les menaces actuelles, les menaces probables dans le futur, et qui est aussi un centre de formation
Donc là, on développe pas à pas une formation pour les opérateurs de satellites, pour nos ingénieurs, concepteurs, etc., pour se prémunir contre ces attaques. Et j'ai surligné aussi en rouge ce que disait notre directeur général dans l'agenda 2025. Donc c'est les objectifs de l'ESA à l'horizon 2025. Donc c'est le très proche avenir. L'ESA doit développer donc ces technologies et assurer son leadership commercial en matière de trafic, de gestion du trafic spatial, de réduction des risques avec les débris, de space weather, j'en parlais, et puis de défense planétaire, on le disait avec les étudiants tout à l'heure. Là aussi, l'ESA avec la NASA travaille sur la déviation d'astéroïdes à partir de techniques laser pour que l'astéroïde ne vienne pas impacter la surface de la planète. Et donc avoir la résilience nécessaire, la capacité à réagir nécessaire. Une petite précision, c'est concernant le volet de retirer des débris de l'espace. Aujourd'hui, on est capable de les générer et de les laisser tourner, en espérant encore une fois qu'ils vont brûler dans l'atmosphère et disparaître. Mais des fois, ça peut prendre du temps, ils ont le temps de faire des dégâts. Donc l'Agence spatiale européenne, pour la première fois dans le monde, donc c'est la seule entité, elle a passé un contrat avec une société suisse qui s'appelle ClearSpace, d'ici à 2025 pour mettre en place une capacité. Donc ce serait un satellite avec 4 bras qui irait dans l'espace pour attraper soit un débris, soit un satellite qui est mort, qui ne fonctionne plus, pour le ramener de façon propre sur Terre. Donc aujourd'hui, il y a de la recherche qui se fait sur les différentes techniques pour retirer des débris de l'espace. Donc on a parlé à une époque de filets qu'on jetait pour essayer comme des pêcheurs, ramener des morceaux de débris. On peut essayer d'en détruire certains en orbite extra-atmosphérique. Donc il y a un certain nombre d'études actuellement qui sont menées pour faire ça. Donc l'ESA, son idée, c'est de soutenir des entreprises, des sociétés pour mettre en place ces techniques. Pour l'instant, l'ESA, son ambition, c'est de retirer ses propres débris, c'est les morceaux qu'il a générés, pour montrer l'exemple, comment nettoyer l'espace. Quand on parle de Starlink, les 12 000 petits satellites, j'assiste à des conférences et la question que je pose toujours aux constructeurs de petits satellites ou aux opérateurs de petits satellites, c'est bien de les lancer dans l'espace, mais qu'est-ce que vous avez prévu pour les ramener à l'issue? Et la plupart du temps, ils ne savent pas trop quoi répondre. Voilà. On étudie aussi une autre technologie, ce serait des petits moteurs qui pousseraient le satellite vers les couches basses aussi pour se rapprocher de l'atmosphère. Voilà. Donc là aussi, on en a parlé précédemment dans la conférence précédente. Donc là, j'ai quitté en fait le domaine dans l'espace et je reviens sur les technologies, comment dirais-je, qu'on est en train si ce n'est d'étudier, de mettre en place déjà. Donc je parlais tout à l'heure aussi de combiner les satellites avec des systèmes aériens, donc là des fameux pseudo-satellites, les HAPS, qui volent donc à 20 km d'altitude. Donc c'est un gros planeur en fait, mais qu'on combine avec des satellites. Certaines sociétés aussi, je pense Thales, étudient non pas des planeurs, mais des ballons qui seraient aussi à peu près à la même altitude, pour assurer une permanence de survol au-dessus de la Terre et puis de transmettre aussi ou d'échanger des informations avec des satellites. Les nanosatellites, donc on a toute une échelle entre les CubeSats, les fameux petits satellites de 10 cm sur 10, les nanosats, les microsats, les smallsats, et j'en ai oublié, qui ont chacun, dans l'échelle de taille, des dimensions différentes. Les microsatellites, c'est déjà assez conséquent, ça fait comme 150 kg par exemple. Voilà, mais tous ces petits satellites sont plus faciles à lancer et a priori seraient plus faciles à récupérer aussi dans l'avenir. Et on fabrique des méga constellations aujourd'hui. Voilà, donc on parle, Elodie en a parlé, de l'intelligence artificielle et du quantum, notamment pour traiter le volume de données de plus en plus important qu'on récupère. Donc là, c'est l'image qu'a présentée Elodie. Mais je voulais maintenant revenir encore une fois sur Terre. Donc on est parti sur Terre, on est remonté dans l'espace et on revient sur Terre pour vous donner quelques exemples concrets qui sont aujourd'hui gérés avec nos satellites. Donc encore une fois, ce qui est très important de retenir à l'esprit, c'est que l'Agence spatiale européenne
ne délivre pas des services opérationnels. Il y a d'autres acteurs qui le font. Le travail de l'Agence spatiale européenne, c'est de concevoir, de développer des satellites, et une fois qu'ils sont opérationnels, de les transmettre, de les donner à des opérateurs et des utilisateurs, ou des sociétés qui vendent des services. Mais ce n'est pas le travail de l'ESA d'interagir avec des utilisateurs finaux. Donc les satellites que l'ESA a contribué à développer, ils servent aujourd'hui à des utilisations multiples. Donc il y a quelques exemples de situations critiques, des opérations civiles ou militaires au sol, des conflits régionaux. Si on parle de la Syrie, de l'Ukraine, vous connaissez parfaitement la situation. À une époque, il y avait des phénomènes de piraterie, notamment sur les côtes somaliennes. Aujourd'hui, ça a fortement diminué. Il y a des trafics illégaux nombreux et multiples, de toutes sortes, d'armes, de trafic humain, de trafic de matériaux fissiles, etc., de matériaux radioactifs et tout ce qu'on veut. Il y a le phénomène migratoire. Alors, ce qui est intéressant sur le phénomène migratoire, c'est aujourd'hui, toutes ces risques ou menaces sont totalement liées les unes aux autres. Quand on parle du changement climatique, le changement climatique impacte la sécurité alimentaire, les ressources en eau. Donc quand il y a un problème de sécurité alimentaire, les populations locales s'en vont, elles partent, elles ne peuvent plus vivre. Donc ça génère de la migration. La migration génère du trafic humain. Et le trafic humain génère de l'argent qui nourrit le terrorisme. Donc le terrorisme est aussi lié au changement climatique, notamment. Voilà. Et ensuite, on a prolifération d'armes de destruction massive, on a des désastres humanitaires nombreux dont Élodie a montré les photos tout à l'heure. Voilà. Je voulais montrer, pour conclure, quelques images très concrètes. Je ne sais pas au niveau du timing si on est bon. Donc ça, c'est une image très haute résolution. De mémoire, c'est de source américaine, donc c'est une image commerciale. Donc vous-même, vous pouvez aller sur le site de Maxar, anciennement Digital Globe, et commander une image à 30 cm sur une zone qui vous intéresse. Et en l'occurrence, ici, c'était à Misurata, donc en Libye, pendant la crise d'Afrique du Nord. Et donc, sur cette zone-là, je ne sais pas si vous vous rappelez, les anti-Kadhafi s'étaient regroupés dans ces zones-là, et notamment sur ce site de Misurata. Et donc, en l'occurrence, c'était un satellite américain, c'est pas l'ESA qui l'avait développé. On avait pu lire dans le sol, je ne sais pas si vous voyez sur la petite image, « Aidez-nous, elle passe ». Donc, c'était les populations qui étaient coincées, entourées des forces de Kadhafi, qui avaient écrit ça dans le sable. Donc, je me rappelle que c'était à l'époque où j'étais au centre satellitaire de l'Union européenne, donc l'interprète d'image qui avait vu ça était tout à fait ému. Il est venu me trouver pour savoir faire remonter l'information aux décideurs politiques de l'Union européenne pour agir. Un autre exemple, je parlais de la migration. Donc cet exemple est intéressant, c'est sur les côtes turques. Comment est-ce qu'on peut savoir que sur une plage, il y a un phénomène de migration où il se passe des activités de gens qui veulent quitter leur pays ou en quoi qui transitent par la Turquie pour quitter leur pays. Je ne sais pas si vous voyez, donc là c'est un satellite européen, Pléiade, de la société Airbus Defence and Space. Et donc ces deux images, une est prise en 1er octobre 2015 et l'autre le 5 octobre 2015. Et entre la première image et la deuxième image, est-ce que vous voyez des différences? C'est pour essayer de voir si vous avez un œil d'interprète d'image. On utilise beaucoup de technologies d'intelligence artificielle, mais l'œil humain aussi reste un capteur très intéressant pour interpréter les images. Alors, certains, je crois, l'ont dit, on aperçoit des petites taches blanches sur l'image 5 jours plus tard. Et la question, c'est qu'est-ce que c'est? Donc, je vous pose la question, c'est quoi? Pardon? Ça peut être un campement, oui. C'est une option. Ça peut être un morceau de bateau ou un bateau, oui. Très bien. Donc en fait, on s'est posé exactement la même question, on avait à peu près les mêmes conclusions, et finalement on a trouvé ce que c'était. On a utilisé des sources ouvertes, parce que pour corréler les images prises par un satellite, il faut des sources ouvertes. Et en fait, ce que c'était les taches blanches, c'était des cartons d'emballage, des moteurs achetés par les migrants qu'ils installaient sur leurs embarcations pneumatiques. Et une fois qu'ils avaient mis le moteur, ils jetaient le carton par terre et ça faisait des taches blanches. Donc voilà l'explication. Alors j'avais aussi un autre exemple. On parle souvent d'images fixes, mais ce qui nous intéresse aussi beaucoup, c'est la vidéo. Parce que la vidéo, je ne sais pas si vous voyez sur
Sur l'image, on voit les véhicules qui circulent là, sur des axes routiers. Parfois, on parle souvent d'images fixes avec des très fortes résolutions, 30 cm, bientôt 25, etc. Mais en fait, des fois, simplement avec la mobilité de l'image, la vidéo, on arrive à détecter des mouvements, des activités qu'on ne verrait pas même avec une image à 30 cm. Donc, on explore aussi ces possibilités pour l'avenir. Et ça, en termes de temps réel que mentionnait tout à l'heure Elodie, c'est aussi un instrument qui nous intéresse. Voilà. Alors, je voulais montrer aussi. Juste pour ces vidéos, ça nécessite des flux de données très importants. Et donc, du coup, la sélection de quelle vidéo on envoie, quelle image on processe, c'est pour ça qu'aussi il faut cette capacité de processer à bord et d'avoir des capacités de communication, de download très rapide de toutes ces données. On a parlé beaucoup d'optique. L'optique, on le comprend assez facilement, si je puis dire, sur une image. Mais le radar, ça nous donne aussi beaucoup d'informations. Et notamment, là, on montre des images sur les côtes, soit libyennes, soit turques, notamment pour les mouvements migratoires. Mais en fait, ce qui nous intéresse, c'est de savoir d'où viennent les migrants, d'où ils sont partis. Et notamment, il y a ce qu'on appelle des hubs, des pays à partir desquels ils partent, notamment sur la bande d'Afrique centrale, la bande sahélienne. Et le Mali est un peu dans cette zone-là. Et donc, on utilise des techniques radar parce que les routes ou les chemins qui sont utilisés, quand ils sont très fortement utilisés, la réponse radar est différente. Plus ils utilisent un chemin dans la montagne, souvent ils partent à pied, des fois en véhicule, ben le chemin, quand il est très utilisé, l'écho est très blanc. Donc on arrive à interpréter l'image, soit avec l'œil, soit avec des instruments ou des techniques, des outils qu'on a. Donc ça vous donne un petit peu quelques idées de la réflexion de l'éco-radar sur les chemins qui peuvent être utilisés. Et par où passent les migrants en particulier. Aussi, ce qu'on fait, c'est la reconstitution de modèles 3D. Ça, c'est très utile, notamment mais ça demande beaucoup de données, comme la vidéo. Il faut avoir accumulé beaucoup de données pour reconstituer un modèle 3D par différentes techniques. Et là aussi, quand on veut examiner sur un port l'activité ou des trafics éventuels, on fait ce type de modélisation. Ça peut aussi servir, encore une fois, l'Agence spatiale européenne ne s'en occupe pas du tout, mais ce genre de technique peut être utile pour des commandos, des militaires qui font des opérations spéciales, pour savoir, avant de faire l'action, comment est configurée la zone sur laquelle ils vont intervenir. Et là, je voulais vous montrer une simulation. Merde, pardon, excusez-moi. Je ne sais pas si on peut revenir. Je ne sais pas si dans le... Non. Oui. Oui, j'ai terminé. En fait, ça ne marche pas parce que j'ai probablement pas le logiciel qui va avec. En fait, on a simulé l'effondrement d'un barrage et l'eau qui coule derrière par rapport au relief. Donc c'est une animation, mais je ne peux pas la faire fonctionner. Ça, on en a parlé. C'était la petite conclusion. Avant juste un tout petit test de 2 minutes. Donc voilà. Donc encore une fois, tout ce travail qui est fait, en particulier à l'Agence spatiale européenne, c'est de mettre en cohérence des systèmes séparés, des satellites, des drones, pourquoi pas des avions ou des capteurs au sol. Donc il y a ce besoin absolument fort d'interconnexion. Les objets séparément, ils délivrent des informations, mais quand on peut les interconnecter, c'est évidemment le mieux. Transmission rapide et protégée, comme l'a expliqué Elodie. On veut aussi que la station sol ou l'infrastructure sol soit aussi concourt au traitement de la donnée, que ce ne soit pas simplement une antenne passive qui reçoit de la donnée, mais la traite ou la processe aussi On travaille aussi sur le processing en orbite, donc filtrer déjà des données quand le satellite orbite. Le Digital Twinner, c'est ce que disait Elodie. Toutes les applications en aval aussi, pour traiter les données, c'est quelque chose d'essentiel dans les technologies évoquées. La cybersécurité, donc il est urgent d'agir et la situation aujourd'hui nécessite d'avancer le plus vite possible sur tous les thèmes qu'on a évoqués. Et c'est fondamentalement les États membres de l'ESA, de l'Union européenne, qui décideront ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas. Nous, les scientifico-techniques, on ne peut que proposer des solutions. Après, nos décideurs choisissent. Voilà. 2 minutes, c'est Thomas qui avait demandé de faire passer un test.
Et en fait, c'est pour ces 3 petits exemples très rapides, mais c'est pour tester votre vision sur une image, pour voir si vous avez une bonne vue. Bon, c'est très simple. Voilà, première image, qui n'a pas été prise par un satellite, mais c'était plutôt un drone. Vous voyez, a priori, c'est un bâtiment, et on voit une voiture. Alors d'après vous, vous avez quatre options. Soit c'est la voiture de Spider-Man, soit c'est une voiture qui est tombée du ciel, on ne sait pas comment, qui devait orbiter et qui a été lâchée depuis l'espace. C'est quelque chose, un objet drôle et artistique. Ça se passe aux Pays-Bas, donc c'est pour ça qu'on a rajouté, c'est peut-être un Néerlandais facétieux qui a fait quelque chose. Donc d'après vous, quelle est la bonne réponse? Pardon? Donc je crois que certains avaient raison, donc c'est un objet drôle et artistique. En fait, vous avez l'image, c'est donc quelqu'un de très poétique qui a accroché une voiture sur un mur. Donc voilà ce qu'on voit à peu près depuis la 3e dimension. L'autre exemple, c'est celui-là. Donc l'objet qui est pointé par la flèche, vous avez une petite idée de ce que ça peut être? Alors je vous aide, vous avez... ça ressemble à une sorte de panier, un panier assez conséquent, assez gros. Donc c'est soit le sac à provisions de Gulliver, c'est une option, soit c'est un bâtiment en forme de panier à provisions, soit c'est un site de missiles antibalistiques, soit c'est un parc d'attractions. Donc pour les futurs interprètes d'images, vous avez une petite idée? Alors en fait, c'est un bâtiment en forme de sac. Donc vous avez l'image, en fait, de mémoire, je crois que c'est aux États-Unis. Ils ont... donc l'architecte avait beaucoup d'imagination, il a fait un gros panier, et il y a des appartements. Certains appartements sont toujours à vendre à l'intérieur. Et la dernière image, c'est celle-ci. Donc apparemment, il y a un lac avec de l'eau, et puis il y a une installation au bord du lac. Et donc la question, c'est la suivante. Qu'est-ce que c'est que cette installation, l'infrastructure qu'on peut voir au bord de l'eau? Donc c'est peut-être un aéroport, un poste de secours, un phare ou un château d'eau. Donc c'est assez basique comme question. Là aussi, votre avis? Donc c'est un aéroport. Et l'explication, la voilà. Donc de mémoire aussi, je crois que c'est au Canada, la zone qu'on a considérée. Voilà, c'était le petit test très rapide. Ils peuvent avoir une bonne note, Thomas. Voilà. Merci beaucoup. Merci Pascal. Et donc peut-être on peut ouvrir l'espace pour les questions, commentaires ici dans la salle ou peut-être à travers les chats si les publics online souhaitent aussi poser des questions, il n'y a pas de souci. Donc ici en salle, si quelqu'un souhaite il faudrait parler au microphone, donc je vous demanderai de vous présenter et de poser votre question ou faire votre remarque, commentaire, et je vous passerai le microphone après l'avoir bien sûr désinfecté. À propos du financement de tout cet écosystème, j'imagine que ce sont les États membres de l'Europe. Toutefois, on peut quand même aussi se poser la question comment c'est réparti pour chacun des pays, sachant que on peut se poser des questions concernant en particulier l'acceptabilité sociétale. C'est beaucoup de progrès, ça nous met effectivement, ça peut nous enthousiasmer, mais je pense qu'on peut se poser aussi la question, à quoi bon tout ça, étant donné tous ces risques que vous avez évoqués, et peut-être ne sont-ils pas tous et encore identifiés, ne serait-ce que les astéroïdes, vous en avez quand même parlé. Donc voilà, c'est comment ceux qui payent là, à quel moment on peut considérer qu'ils le font, quand je veux dire, ils l'acceptent quoi.
Oui, donc c'est une question très pertinente. Je vais commencer par la première partie de la question et je laisserai Pascal peut-être compléter. Déjà, les États membres, on a 22 États membres à l'Agence spatiale européenne. Donc il faut savoir que les plus gros contributeurs, donc les budgets sont votés sur 3 ans. Donc c'est pour ça que l'année prochaine, en fin d'année, on aura les budgets pour les 3 ans suivants. On a les États membres qui contribuent de façon significative. Donc on peut nommer par exemple la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Angleterre sont les 4 premiers pays contributeurs de l'agence spatiale. On a des financements à peu près à hauteur de 14 milliards pour 3 années. Ça est réparti sur plusieurs domaines. C'est parti sur des domaines d'observation de la Terre, de télécommunication, de navigation, mais aussi de sciences d'exploration humaine et robotique, et aussi des lanceurs. Donc c'est sur l'ensemble des activités de l'ESA. Donc au final, pour ces activités où on a besoin justement pour les aspects de sécurité et accélérer des projets comme ceux dont on vient de parler, on a besoin de 2 choses. D'avoir des financements supplémentaires déclenchés, qui peuvent être déclenchés par des enveloppes qui sont plus du domaine non spatial aussi, parce que là, tout ce qu'on a vu, c'est des activités qui concernent le spatial, mais qui concernent les domaines non spatiaux. Donc, on va chercher aussi à trouver et à faire des synergies avec les aspects de défense ou les aspects climatiques. Par exemple, il y a des financements dans le cadre du Green Deal. Donc le Green Deal, c'est tout ce qui va être pour le changement climatique et d'obtenir une décarbonisation. Il y a des financements supplémentaires qui ont été mis en place par la Commission européenne et par l'Europe. Donc c'est des financements. Et alors pour accéder à ces financements, il faut des décisions politiques. Et c'est pour ça que Pascal mentionnait qu'on a besoin, nous, pour implémenter ces solutions. Et on ne les implémente pas tout seul, on les implémente en partenariat avec les industries. Donc, quand on implémente ces solutions, déjà, on résout potentiellement les problèmes, mais aussi on donne la compétitivité à l'industrie européenne et on crée techniquement des emplois en Europe. On crée une économie européenne et une capacité de faire de la recherche et du développement en Europe, des innovations européennes. Donc ça, c'est un autre bénéfice de ne pas rien faire et de considérer ces activités. Pascal, tu veux... Oui, pour les choix budgétaires aussi, c'était votre question. Donc sur le mécanisme de l'Agence spatiale européenne, donc il y a, je sais pas si tu en as parlé, il y a une contribution obligatoire des 22 États membres. Donc on le disait aussi avec les étudiants avant. Pour le domaine de la science, chaque État membre contribue au prorata de son PIB à l'activité scientifique de l'agence. Et ensuite, il y a un gros volet qui est l'essentiel d'ailleurs, c'est les programmes optionnels. Donc les États membres choisissent les domaines sur lesquels ils veulent travailler. Ils se mettent à plusieurs, souvent à 3, 4, etc. pour travailler sur une activité particulière. Donc c'est menu à la carte. Et ça marche plutôt bien. Là aussi, tout à l'heure, on évoquait le principe du retour géographique. Donc un État membre qui investit, qui contribue au budget de l'Agence spatiale européenne, on a l'obligation, suivant ce principe de retour géographique, de lui renvoyer l'argent en investissant dans ses entreprises nationales, dans son industrie et son activité économique. Donc il y a un retour sur investissement. Et chaque année, on a une réunion annuelle avec les pays pour savoir si on a bien renvoyé 100% de l'argent qu'ils avaient investi mis au budget de l'ESA. Ça, c'est un point important. C'est un peu la colonne vertébrale du fonctionnement budgétaire de l'ESA. Ensuite, vous disiez tout ce qui était toutes ces menaces, astéroïdes, aspects critiques dans l'espace, etc. Est-ce que ça sert à quelque chose d'investir là-dedans? Parce que c'est sans fin, vous avez raison. Mais d'un autre côté, on dépend tellement du satellite aujourd'hui qu'on ne peut pas faire autrement que de vouloir les protéger et d'anticiper. Souvent, notre directeur général compare la Terre à un vaisseau spatial au milieu de l'univers. On est tous dans ce vaisseau spatial. Et l'objectif, c'est pas de pas le faire couler. Et donc, on doit tout mettre en œuvre pour le protéger, pour tenir le coup. Avant qu'on colonise l'espace et qu'on trouve des zones de vie ailleurs, il va se passer du temps. Donc, on a déjà l'obligation de préserver la planète.
Merci beaucoup, Pascal. Je vais lire une question qui a été écrite dans le chat. Aujourd'hui, il n'existe aucune instance internationale pouvant punir ces actes irresponsables. Je pense qu'on faisait référence au tir sur les satellites que tu as mentionné tout à l'heure. Qu'en pensez-vous? Une action rapide semble nécessaire. Donc, c'était Léo Bougot. Merci beaucoup pour la question et je vous laisse la parole. Donc c'est sur le. Là, la question est aussi excellente parce qu'aujourd'hui, il y a un moyen, c'est de réglementer les activités spatiales. Il y a le fameux traité de 1967 dans l'espace extra-atmosphérique pour l'utilisation de l'espace à des fins pacifiques, qui interdit les armes de destruction massive dans l'espace, etc., qui interdit l'appropriation des objets célestes, de la Lune ou d'autres objets. Il a été suivi par 6 ou 7 conventions, notamment l'obligation d'immatriculation des véhicules dans l'espace, le retour des astronautes sur Terre, etc. Mais quand on voit les tests anti-satellites des Russes, des Chinois, de ces pays-là, aujourd'hui, il n'y a rien qui les contraint ou qui les empêche. Donc l'Union européenne avait initié un processus qu'on appelait le Code of Conduct in Outer Space, donc un code de bonne conduite dans l'espace extra-atmosphérique. L'initiative qui avait commencé en 2007-2008, qui s'est concrétisée vers 2013-2014, qui a été soumise donc à la communauté internationale, en fait n'a pas été adoptée, donc c'est toujours en suspens. Pour une raison simple, c'est que les gros États spatiaux n'ont aucun intérêt à ce qu'on réglemente trop fortement dans l'espace s'ils veulent mener leurs activités. Oui, donc on parle des débris avec les lancements, mais c'est la même chose pour les satellites, les interférences et la capacité de l'utilisation des fréquences. On voit ces constellations américaines ou chinoises arriver et il y a des entités de régulation des fréquences, mais il y a une intention de s'approprier ces fréquences et d'être les premiers arrivés, premiers servis pour ces orbites basses. Et ça pose des vraies questions gouvernementales et c'est là qu'on touche vraiment à de la géopolitique spatiale qui, comme on le sait, n'est pas isolée dans l'espace, mais par exemple, on voit, et notamment avec le Brexit, par exemple, les problèmes de pêche ou les problèmes dans les eaux internationales entre l'Angleterre et la Commission européenne, par exemple, peuvent avoir des impacts sur des décisions, sur des programmes spatiaux. Donc tous les domaines deviennent de plus en plus interconnectés et liés. Le monde spatial fait partie intégrante d'une puissance et de la géopolitique. Et c'est d'ailleurs pour ça, sûrement, que maintenant, on ne parle plus du domaine juste de l'armée, mais que le commandant de l'espace est rentré dans les mœurs pour beaucoup de pays, dont la France. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, merci. Ouais, super. Parfait. Quel est l'impact budgétaire du Brexit? Je commence. Oui, c'est une grosse question. Donc là, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est important. Donc on le disait, l'Agence spatiale européenne n'est pas une organisation de l'Union européenne. UK n'est plus membre de l'UE, mais est toujours membre de l'Agence spatiale européenne. Et donc, il y a une forte coopération, évidemment, entre l'Union européenne et l'Agence spatiale européenne, sur Copernicus, Galileo notamment. Et maintenant, on ne sait plus comment positionner UK. Parce que la Commission européenne contribue à hauteur de 26% au budget de l'ESA, et notamment ne veut pas voir UK dans la partie Galileo, notamment son signal particulier qui s'appelle PRS, Public Regulated Service, de précision et de fiabilité supérieure. Pour Copernicus aussi, on se demande comment est-ce qu'on va positionner le Royaume-Uni. Et le Royaume-Uni, du coup, se dit, est-ce que ça vaut le coup que j'investisse de l'argent à l'Agence spatiale européenne, puisque je n'aurai pas le droit, à cause de l'Union européenne, de participer à des activités communes. Et là, il y a un vrai danger. Et la conséquence immédiate du retrait du Royaume-Uni, c'est que pour le système Copernicus d'observation de la Terre,
on n'a plus la contribution du Royaume-Uni, donc il nous manque quelque chose comme 700 ou 750 millions pour l'évolution du système Copernicus. Donc ça, c'est l'effet immédiat et direct du retrait de UK de l'Union européenne pour Copernicus. Si tu veux. Oui, alors je vais parler, là, je vais mettre ma casquette, en plus d'être directrice des télécoms et des applications, je suis aussi la chef du site de l'Agence spatiale. Je suis aussi la chef du site de l'Agence spatiale européenne en Angleterre. Donc nous avons un établissement en Angleterre situé à Harwell, à côté d'Oxford, et donc sans compter qu'on a aussi donc tout un site avec une centaine de personnes qui sont basées en Angleterre. Donc pour nous, c'est primordial de soutenir aussi tous nos États membres. L'Angleterre n'est pas le seul pays qui n'est pas dans l'Union européenne et qui est à l'ESA. Nous avons aussi la Norvège et la Suisse. Et bien sûr, on a aussi des États qui sont plutôt associés, comme le Canada. Donc nous pouvons travailler avec les États qui sont pas dans l'Union européenne, mais qui sont membres de l'ESA en plaçant des accords de coopération entre ces États et la Commission européenne. On peut aussi faire beaucoup de projets. Moi, j'ai beaucoup de projets en partenariat qui sont des projets plutôt de nature commerciale, donc en soutien de l'innovation et de la compétitivité des entreprises sur le domaine des télécoms ou des applications qui est très proche du marché, qui est moins institutionnel. Donc on continue à faire toutes ces activités-là, mais néanmoins c'est une vraie question et pour nous c'est très important de collaborer parce que le spatial est un espace de collaboration. La Station internationale spatiale est la preuve que même quand ça se passe mal sur Terre, on est capable de collaborer dans l'espace. Même quand ça se passait mal sur Terre, des fois entre des grandes puissances comme les États-Unis ou la Russie, la Station spatiale internationale avait des Américains et des Russes à bord et il y avait une collaboration à bord qui est permise par l'écosystème spatial. Donc il faut encourager ça un maximum aussi. Oui, pour aller un petit peu dans le sens de ce que vous venez de dire, moi j'ai une question plus globale. Vous êtes un formidable exemple de coopération internationale, alors qu'en Europe, on a du mal à coopérer dans le domaine de la santé. Les États gardent des politiques nationales. On a du mal à le faire dans le domaine de la défense, par exemple. Comment vous, qui êtes au cœur du réacteur, vous expliquez cette réussite? Est-ce qu'il y a une philosophie particulière? Au-delà du fait que je pense qu'il y a une prise de conscience, c'est que pour être aussi fort que les Américains, les Chinois, les Russes, il n'y a que la coopération. Il n'y avait pas d'autre solution. Mais est-ce qu'il y a une philosophie particulière? Pourquoi cette souveraineté européenne ou internationale fonctionne et est plus marquée quand on parle d'espace, alors qu'on a du mal à la faire vivre ailleurs? Ouais. Étant donné que vous êtes au cœur du réacteur, est-ce qu'il y a quelque chose qui explique cela? Il y a une philosophie qui porte cette coopération? C'est, je ne sais pas, une volonté politique plus forte, mais c'est vrai que vous êtes vraiment le plus bel exemple, alors que mon voisin et moi, on est de la maison de l'Europe, et en Europe, c'est vrai que c'est très compliqué, quoi. Dans plein de domaines, on n'y arrive pas. Alors, là aussi, c'est une question essentielle. Ce qu'il faut voir, c'est que l'Europe, quand on parle de l'Europe, c'est l'Union européenne, ses États membres. Moi c'est ce que j'appelle l'Europe. Et donc déjà, on n'agit pas à l'échelle d'un État. En Chine, le président chinois dit quelque chose, il y a 1,4 milliard d'habitants qui s'alignent derrière et qui foncent sans discuter. Je n'ai pas dit que c'était bien. Aux États-Unis, c'est la même chose. En Russie, c'est la même chose. En Europe, il faut qu'on se mette autour de la table, à 22 à l'ESA ou à 27 à l'Union européenne, et il faut qu'on se mette d'accord. Et donc, c'est déjà plus compliqué dans la mécanique. Pourquoi est-ce que l'espace a été finalement un bon sujet de coopération? Là aussi, il y a ses limites. Tant qu'on parle de la science, de l'exploration, de l'aide aux populations, etc., contribution à notre vie quotidienne, ça se passe plutôt bien. Et là, actuellement, on est en train de vivre une expérience. C'est que dans l'agenda 2025 de l'ESA, on a rajouté un morceau qui s'appelle Safety and Security. Et là, les États membres, en tout cas certains, se sont élevés en disant « mais sécurité, vous voulez dire quoi ?» Déjà, le mot « sécurité », avant même de savoir ce qu'il y a derrière, ça a une connotation défense, voire militaire. Et les États membres de l'ESA veulent surtout pas voir une dérive. Donc là aussi, quand on s'approche d'un sujet jugé souverain ou d'intérêt national, déjà les réticences arrivent, même dans le domaine du spatial.
Oui, je suis d'accord avec toi, Pascal. Je pense que c'est un effort constant. Je pense qu'il y a le domaine du spatial, c'est quand même un microcosmos où les gens sont passionnés et c'est facile d'être, peut-être plus facile que dans d'autres domaines, d'être inspirant et de fédérer. Parce que quand Rosetta se pose sur une comète dans le domaine des sciences ou quand on va plus loin ou quand on a des astronautes, il y a un sentiment fédérateur. Par exemple, quand on a vu l'arrivée de Thomas Pesquet à la station, le départ, ils envoient des messages forts où ils se prennent dans les bras, où ils s'accueillent, où ça fédère aussi les nations. Mais après, c'est pas évident tous les jours, il faut pas croire. Il y a 22 États membres. Dans le domaine des télécommunications, on passe par plutôt le commercial pour pouvoir, mais c'est des domaines qui sont plus rapprochent de priorités nationales ou oui, donc le mot sécurité est un mot difficile, le mot space traffic management est un autre mot difficile. Donc il y a des domaines qui sont plus long terme, mais il faut chercher, je pense, les dénominateurs communs encore plus. C'est pour ça que les accélérateurs et les missions qui ont été mis à côté en Inspiration, c'était vraiment l'idée du directeur général d'aller chercher la collaboration et d'aller la chercher à un niveau plus haut. Si on n'arrive pas à remonter aussi haut qu'il faut dans les décisions politiques pour mettre les États d'accord. Mais ça prend du temps. La question de la géopolitique est revenue souvent dans cette soirée et donc la question du positionnement de l'Europe ou des pays européens à l'intérieur de l'Union européenne ou à l'intérieur de l'ESA vis-à-vis de l'échiquier mondial, on va dire. Donc ça, la première question, est-ce qu'effectivement, à travers l'espace, l'Europe, en sens large, peut avoir un rôle pour promouvoir certaines valeurs. Comme vous avez dit, on est avant les autres en tant que sensibilité vis-à-vis de l'environnement, etc. Donc, est-ce qu'effectivement, on devrait mettre plus en avant cette rôle et être plus... déjà, on le fait, mais peut-être que cela n'est pas aperçu encore déjà de la population européenne, mais aussi à l'extérieur. Et deuxième, la question, par contre, très intéressante, des bénéfices à niveau industrie. Donc, vous avez mentionné tout à l'heure les startups. Et on pense, quand on pense à l'espace, effectivement, aux grandes entreprises, à Airbus, etc. Est-ce que vous pouvez donner plus de détails? Et je pense que ça peut intéresser notamment les étudiants d'une business school, d'un school of management. Quel type de collaboration vous avez par contre? Parce que si j'ai bien compris, même les petites entreprises, même l'entrepreneuriat peut bénéficier de ces nouveaux... Il y a un grand potentiel dans ces domaines qui peut intéresser aussi des jeunes qui sortent d'une école de commerce et qui peuvent décider d'être innovateurs et d'exploiter cette nouvelle voie. Et alors, je vais commencer par la deuxième question. Ça, c'est plus facile. Donc, c'est tout à fait vrai. Donc, dans mon directorat, on a déployé, donc, on disait, 22 incubateurs d'entreprises, excusez-moi, et dans 60 lieux différents. Et en France, ces incubateurs sont particulièrement présents. Il y en a une grande communauté au sud et une grande communauté au nord. Donc, il y a vraiment un écosystème vibrant de ces incubateurs. Donc, comment on travaille? On a incubé plus de 1000 startups actuellement à l'agence spatiale. 1000, j'ai fêté à peu près la 1000e au mois de mars. Hein, donc, d'ici là, j'ai arrêté de compter. Et je compterai pour 2000. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on accompagne ces entreprises pour mettre en place les infrastructures qu'elles auront besoin spatiales ou aussi développer leurs applications qui utilisent de la donnée spatiale et de la donnée terrestre mises ensemble, intégrées ensemble. Et donc, comment ça se passe? Elles viennent vers nous avec un projet.
on les aide sur leur business plan. Donc, c'est pas que un métier technique, c'est aussi on leur facilite de mettre en place un business plan ensemble. On travaille avec elles sur leur projet pour qu'ils soient solides techniquement, qu'ils soient solides sur le plan business. Et après, on fait des sessions avec des investisseurs qui sont des business angels, des venture capital. Donc, on a des sessions 4 par an. La dernière était à Dubaï, où on fait rencontrer les entreprises qu'on considère prêtes avec les investisseurs. Et on les accompagne techniquement et on les fait grandir. Et donc, on a des entreprises qui peuvent être dans le domaine du spatial, dans le domaine de l'application utilisant la donnée spatiale, dans des domaines aussi qui touchent à des domaines qui utilisent le spatial pour l'agriculture, par exemple, pour savoir si dans un champ, il faut arroser plus ou pas en utilisant des imageries spatiales ou dans d'autres domaines encore complètement divers. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on promeut pas assez en Europe. Il y a des entrepreneurs, il y a des idées, et c'est souvent des jeunes qui se lancent. Et des fois, ils créent une entreprise, 2 entreprises, 3 entreprises. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut promouvoir. Et ça existe, la Silicon Valley européenne, elle est déjà là. Les gens qui me disent il n'y a pas d'entrepreneuriat en Europe, moi, j'ai tout ce qu'il faut pour démontrer le contraire avec des chiffres. Merci. Oui, peut-être, je crois que tu as posé au début la question sur la géopolitique Oui. et l'impact sur les activités. En fait, là aussi, on peut faire, si c'est le sens de ta question, sur les 22 États membres de l'Agence spatiale européenne, on disait qu'il y avait des menus à la carte, des programmes optionnels. Ben, en fonction de leur position géographique, ils n'ont pas les mêmes besoins. Vous pouvez le comprendre facilement. Les pays du nord de l'Europe, ils travaillent beaucoup sur l'Arctique, la Baltique. Il y a des gros enjeux. Donc, ils voudraient avoir des capacités de détection dans ces zones-là. Le Portugal, par exemple, il est très ouvert sur les questions maritimes et océaniques. Il y a des activités Blue Ocean, etc., qui sont en cours pour le Portugal. Là aussi, en termes de capteurs, on a donné des exemples d'observation de la Terre. Mais les pays qui sont les plus à l'est travaillent plutôt sur le radar, parce que là-bas, il fait pas beau. Et pour voir sous la couche radar, sous la couche nuageuse, il faut plutôt du radar. Les pays du sud ou de l'ouest, ils sont plutôt sur de l'optique. Voilà. Donc après, sur la menace ou les enjeux de sécurité régionaux, là aussi, ils ont des besoins différents. Par exemple, certains pays sur la Méditerranée travaillent sur, non pas sur de l'observation, mais sur la détection de signaux électromagnétiques à la mer. Il y a ce qu'on appelle un signal AIS, Automatic Integrated Signal, je sais plus. C'est un transpondeur, c'est-à-dire que les bateaux ont l'obligation de mettre un signal pour donner leur position et s'identifier. Et il y a certains bateaux qui le coupent parce qu'ils font du trafic, parce qu'ils font des choses illégales, des gaz en mer ou ce qu'on veut. Donc on veut les détecter sans qu'il y ait les cibles non coopératives. Et pour ça, on travaille sur la détection des signaux de radar de navigation ou de VHF, de radio, pour essayer de les identifier. Une fois qu'on a détecté le signal, là, on peut amener un satellite d'observation et se concentrer sur lui. Donc, les pays, en fonction de leur zone géographique et leurs intérêts régionaux ou plus larges, demandent des développements capacitaires ciblés. Merci beaucoup. Je pense que là, nous avons terminé les temps à notre disposition. Je voudrais vraiment remercier Pascal et aussi Elodie pour être ici et l'Agence spatiale européenne pour la stricte collaboration que nous pouvons avoir avec l'institution. Et en termes d'institution, je voudrais aussi profiter pour remercier la Maison de l'Europe, qui est toujours à notre côté en tant qu'Institut Europe-Asie à l'ESCA, et donc aussi l'ESCA qui nous a permis d'organiser cet événement et les futurs à venir. Donc, merci à vous et merci aux institutions impliquées et bonne soirée à tout le monde.